RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et nous débutons cette édition en brève avec ces propos de Gérard Darmanin lors d'une conférence de presse tenue le samedi 17 mai 2025 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Le ministre de la Justice a suscité une vive controverse en qualifiant un journaliste de Guyane la Première de complètement idiot. Cette déclaration est intervenue après que le journaliste Pierre Tréfou a relayé le sentiment de la population locale qui perçoit la création d'une prison de haute sécurité comme un retour au bagne colonial. Le projet de cette prison, qui a été annoncé pour 2028 avec une capacité de 500 places, vise à incarcérer des narcotrafiquants et détenus radicalisés. Son implantation à Saint-Laurent-du-Maroni, ancienne porte d'entrée du bagne entre 1850 et 1938, ravive des souvenirs douloureux pour les Guyanais. Nous poursuivons toujours en brève avec cette suspension contestée d'une délibération de la ville du Gosier qui dénonce un sabotage organisé. En effet, le 19 mai 2025, la municipalité du Gosier a réagi vivement avec la suspension provisoire de la délibération numéro 2 du 6 mai 2025 concernant les délégations de fonction du maire Michel Autin. Dans un communiqué officiel, la ville dénonce une offensive de l'opposition accusée de multiplier les recours et blocages institutionnels sans réel fondement politique. La municipalité conteste notamment la validité de la décision de justice en s'appuyant sur un constat d'huissier et des images vidéo prouvant qu'une majorité s'était prononcée en faveur de la délibération, contrairement aux attestations avancées par l'opposition. Le maire, Michel Autin, réaffirme sa détermination à gouverner avec droiture, courage et détermination et promet d'emprunter toutes les voies de recours pour remettre le Gosier sur les rails. Je cite, « Un véritable feuilleton qui continue et qui se poursuit à la ville du Gosier. » Encore en bref, début de la grève à la centrale géothermique de Bouillante. Dans un communiqué, la CGTG informe d'un appel à la grève pour une durée de 24 heures reconductible sur une période de 20 jours, soit dès aujourd'hui jusqu'au 31 mai potentiellement. Les revendications tournent autour de la sécurité, le recrutement d'agents, d'un agent de service d'exploitation, de responsable des ressources humaines, de technicien électrique pour recouvrement, de magasinier et de chef d'exploitation adjoint. Et débutons avec les titres à développer ce soir. Je vous le disais dans le sommaire, un lieu d'écoute, de soutien et de tendresse. C'est ainsi qu'a été pensée la Maison des 1000 premiers jours, inaugurée ce matin au Gosier. Portée par l'association My Sweet Home, en partenariat avec la CAF, le département et la CARL, elle offre un accompagnement de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant dans une approche bienveillante et inclusive. Regardons tout de suite le reportage de Maxime Morel. Le projet de la Maison des 1000 premiers jours, c'est vraiment un projet qui a été concrétisé grâce à une synergie. C'est parce qu'on est tous ensemble que ça a pu se faire, que ce soit les partenaires, que ce soit l'association, les familles aussi, parce qu'on est vraiment dans un projet participatif, et puis tous les professionnels de l'équipe, les professionnels de terrain. Et c'est vraiment tout cet ensemble qui a permis qu'on soit là, et c'était important de pouvoir le célébrer aujourd'hui. La CAF est quand même porteur de politiques familiale et de la solidarité, et avoir la première maison de 1000 premiers jours qui va permettre d'accompagner les mères dès le début de leur grossesse jusqu'à 2 ans de l'âge de l'enfant, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le soutien à la parentalité, comme je le disais, c'est l'essence même de la CAF. Donc il est important pour la CAF d'accompagner tant sur l'ingénierie que sur le financement la maison des 1000 premiers jours. C'est vrai qu'après une grossesse, parfois on se retrouve seul. Il y a des jeunes femmes qui se retrouvent sans la maman, sans vraiment un proche pour les accompagner. Eh bien, cette structure, vraiment, ce sera la réponse à toutes ces questions, à cet accompagnement qu'ils vont retrouver dans
dans le quotidien avec le bébé. C'est un lieu où on peut trouver plein d'informations, mais on se sent bien, c'est comme une deuxième maison. Ça permet de tisser du lien avec d'autres parents. Donc c'est à la fois des informations, mais c'est à la fois un lieu de partage, de soutien. Et qu'on soit un papa, une maman, une mamie, qu'on soit un parent solo, un couple, c'est vraiment pour tout le monde. Et voilà, vraiment on vous attend. Et de l'attention à la petite enfance, à la protection du vivant, la Guadeloupe s'engage aussi sur le front de l'écologie. Préserver la richesse naturelle de notre île est une mission d'intérêt commun, on le sait. Le Parc national de la Guadeloupe vient de signer un contrat d'objectifs et de performance avec le ministère de la Transition et de l'écologie. Une étape clé pour renforcer les actions de protection, de sensibilisation et de gestion durable. Regardons tout de suite le reportage d'Olivier Félix. Une signature qui a du sens et qui nous permet aussi d'actualiser l'action de l'État sur notre territoire, mettre les moyens qu'il faut, même si on sait qu'on est dans une période de rigueur. Mais je crois que l'important, c'était de faire passer le message qu'on ne doit pas traiter la nature, l'environnement, la biodiversité de manière comptable. Il faut vraiment donner tout un sens humain. Et c'est cela que nous recherchons dans ce contrat d'objectifs et de performance. Elle permet que chaque parc, puisqu'il y a 11 parcs au niveau national, puisse travailler dans le même sens, c'est-à-dire de démultiplier finalement notre action de protection de la nature dans le respect et en travaillant avec les acteurs économiques des territoires, de manière à ce qu'on puisse concilier aussi bien développement du territoire avec préservation de la biodiversité, et qui est ici très remarquable, comme j'ai pu le constater depuis mon arrivée. Ma conviction, c'est que les parcs nationaux ne sont que des atouts et des laboratoires aujourd'hui pour réussir à faire travailler ensemble des acteurs qui interviennent sur le territoire, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de pêcheurs, d'activités économiques, de besoins d'aménagement pour les infrastructures, avec des spécialistes de la nature qui peuvent aider ces projets à se faire dans de bonnes conditions et qui, sur les cœurs de parc, c'est-à-dire les zones les plus protégées, vont être plus exigeants en matière de réglementation pour garantir la protection de cette biodiversité. Ce que nous recherchons, c'est de réconcilier les Guadeloupéens avec le vivant. Et le vivant, ce n'est pas que l'homme, que madame là ou ici là. Le vivant, c'est le végétal, ce sont les animaux, c'est tout ce qui fait notre biodiversité. Et si on arrive à nous réconcilier avec le vivant, on va respecter les choses, on va partager des valeurs, on va construire ensemble et on va donner un vrai avenir à notre territoire. Et pour sauver des vies, il faut aussi agir sur un autre terrain, celui de la route. À Jarry, la pédagogie s'invite sur le bitume. Dans un contexte d'accidents multiples ces derniers jours sur notre territoire, l'association Pédagogie routière en Outre-mer a organisé un village de la sécurité à Jarry, à Bémao. Objectif, rappeler les bons réflexes et sensibiliser dès le plus jeune âge. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. On a eu une émission commune où on a eu plusieurs médias qui se sont réunis vendredi pour le 16 pour pouvoir parler sécurité routière. On a eu malheureusement un décès 3 heures ou 4 heures après. Ça nous encourage à aller plus loin, c'est vrai. On ne va pas mentir qu'on a été fracassé par cette nouvelle, mais ça veut dire que le travail doit continuer. On ne sait pas combien de personnes ont entendu le message, combien de personnes ont modifié leur comportement. Et avec ce genre de manifestation, les prises de parole publiques, on va continuer à sensibiliser les personnes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir aller chercher les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore sur la route. C'est peut-être à eux qu'on va pouvoir parler et qui vont peut-être entendre un peu mieux ce qu'on a à leur dire. Les plus jeunes, c'est encore c'est un levier sur lequel on a déjà commencé à travailler, mais où il y a encore beaucoup de choses à faire. Ceux qui sont déjà sur les routes, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est continuer de parler en espérant qu'un jour ils prennent conscience qu'on parle à eux aussi. Et voilà, et c'est vraiment ça. Là, on a eu 2 accidents le vendredi soir, pendant la nuit. Une personne qui s'est endormie. On en parle tous les jours de la fatigue au volant. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment qu'on va arriver. Là, c'est la preuve une fois de plus que parfois on n'arrive pas. Et c'est assez bien pour cette personne qui a été blessée léger. Elle aurait pu soit être blessée grave ou peut-être même tuer quelqu'un. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est que parfois c'est pas nous qui allons provoquer l'accident, qui allons sortir de là blessés ou morts, mais on va peut-être briser la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important de le dire et de le répéter. Vous venez de faire le test avec kilomètre-heure. Quelle sensation que vous avez justement? J'ai senti que la ceinture me maintenait bien le corps, que en fait mon corps ne pouvait pas aller au-delà parce que j'étais vraiment bien maintenue par la ceinture. Et puis j'ai ressenti un choc en fait.
mais la ceinture me maintient bien le corps. Donc c'est important de mettre la ceinture de sécurité. Des initiatives comme ça, et peut-être d'autres encore qui vont à venir, faut pas lâcher en fait. C'est tout le temps matraquer le message. Et d'ailleurs nous, à la sécurité routière, on innove aussi, parce qu'on a mis en place des casques de réalité virtuelle qui permettent de vraiment se rendre compte des expériences du téléphone au volant, de la vitesse, de l'alcoolémie, etc. On a même un testeur de 2 roues motrices aussi qui permet de voir, vraiment de s'immerger et de se rendre compte là sans prendre de danger. Et avec le conseil départemental, on va communiquer beaucoup sur Takata, les airbags Takata, parce qu'on a encore 20 000 véhicules qui sont concernés, qu'on n'arrive pas à voir. Et puis l'actualité, ce sera de la communication générale sur l'alcool, sur la vitesse et d'autres sujets. L'occasion pour moi de rappeler, d'inviter à lever le pied et également à redoubler de vigilance sur nos routes. Faisons mentir les statistiques, faisons diminuer cette catastrophe sur notre réseau routier. Et autre terrain d'engagement, parlons maintenant de nature au travers d'une mobilisation citoyenne. Ce week-end autour de la résidence Papyrus au Rézé, c'est une opération gants et sacs poubelles qui a eu lieu organisée par l'association Les Papyrus du Rézé. Cette manifestation a mobilisé les habitants pour nettoyer la mangrove environnante, un écosystème fragile et essentiel à préserver. Regardons ce reportage de Michel Depape. Écoutez, nous sommes dans la résidence Papyrus, au niveau de la mangrove, et nous sommes en train de visiter, d'avoir une opération citoyenne, si je puis dire, puisque nous constatons qu'il y a beaucoup de constructions illicites, un certain nombre de personnes qui font des élevages, pas autorisés, à côté de la mangrove, et forcément qui polluent la mangrove. Et donc, sur cela, bien entendu, la ville des Abîmes est très sensibilisée sur la question, avec l'association Les Papyrus du Rézé. Et forcément, nous serons amenés à prendre un certain nombre de décisions sur une situation qui ne peut pas rester comme ça. Parce moi j'ai constaté qu'il y a du cuivre qui donne sur la mangrove, il y a beaucoup de déchets qui sont déposés pratiquement dans la mangrove. Et ce n'est pas acceptable. On a voulu mettre en avant les petits gestes qui comptent énormément pour l'avenir, pour notre bien-être. Il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut ramasser les ordures. Je comprends que c'est récurrent et c'est pas eux qui ont mis les ordures, mais pour notre nature et pour notre avenir, j'ai voulu assister à cette journée et faire comprendre aux gens qu'il faut nettoyer même son environnement. L'association Les Papyrus du Rézé, fondée en 2016, concerne essentiellement tout ce qui concerne les problèmes que rencontrent les locataires des résidences. Papyrus 1, Papyrus 2, Frangipanier, Carambole et Fougères, et essentiellement aussi où nous sommes en ce moment, lotissement La Mangrove, qui est limitrophe avec toutes les autres résidences. Voilà. Alors nous avons comme démarche essentielle l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. Alors, et notamment tout ce qui est l'environnement. Ici, c'est la proximité de l'urbanisation qui me fait comment vous dire ça, me battre pour mettre ce projet en place afin que les jeunes puissent en récolter, certes, mais aussi comprendre l'importance d'une mangrove qui est à proximité de nous-mêmes et que vous allez voir quand on va se promener, qu'au fond, il n'y a personne pour nettoyer et pourtant les ordures ne restent pas. Et si nous parlions maintenant art et jeunesse, quand les valeurs républicaines s'expriment en peinture, en photo ou en sculpture, le festival, comprenez Festival des différences et des valeurs, a rassemblé collégiens et lycéens autour du thème liberté, égalité et fraternité. Une exposition collective pour faire vibrer les consciences par l'art. Michel Depape y était pour Canal 10. Il y a 3 établissements scolaires qui ont participé à cette exposition. Alors, c'est inter-établissements. D'abord, l'école Victor Vallier. Ensuite, le collège Félix Éboué. Donc, pour le premier établissement, c'est Sainte-Anne. Félix Éboué, c'est Petit-Bourg. Et le lycée Yves Le Borgne, donc Sainte-Anne.
Et donc, on a voulu travailler ensemble, fédérés, pour permettre aux élèves de s'exprimer sur la thématique de cette édition du festival qui est vraiment très intéressante. Donc, c'est liberté, égalité, fraternité. Je suis le parrain donc, de cette 10e édition du festival qui donne l'occasion à des élèves d'école primaire, des collégiens et des lycéens de mieux appréhender la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, on est dans un contexte où on a beaucoup d'images négatives qui sortent des écoles, des lycées, des collèges. Et donc l'important c'est de montrer qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont le sens du collectif et qui savent ce que ça signifie vivre ensemble et transmettre des messages positifs à la société tout entière. Donc c'est l'esprit, je pense, de ce festival. Ma classe de 4e 4, on a décidé de participer à un concours, les droits de la femme, qu'on a réalisé en 2 heures. Et c'est nous qui avons fait les paroles, tout. 3e édition de festival, c'est le festival des valeurs. On voit Dival sur l'affiche, mais c'est Festival, c'est le festival des valeurs. Donc c'est une action qui a été initiée dans un collège de Sainte-Anne, le collège de Douville de Sainte-Anne. Et depuis 2 ans, maintenant c'est la 3e année, cette initiative est devenue académique, c'est-à-dire qu'on l'a proposée à toutes les écoles, collèges et lycées du département. On donne la parole aux jeunes. Et là, ce soir, on voit qu'on a donné la parole aux enfants d'élémentaire, d'un collège et d'un lycée. Et c'est important parce que souvent, les adultes ont tendance de parler pour les jeunes et de dire ce que pensent les jeunes au lieu de les interroger et de les laisser peut-être construire une société meilleure que celle actuelle. Cela fait maintenant quelques années que nous faisons des projets similaires, mais c'est vrai que cette année, nous avons réussi à toucher en fait les 3 établissements, en fait 2 degrés différents en même temps. Et c'est vrai que c'est super intéressant de permettre aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens de travailler sur une thématique commune. Et restons dans le volet culture, cette fois à travers les mots et les livres. Dans un monde numérique, les livres résistent. Pour sa 3e édition, le Salon des auteurs 2025 a été l'occasion de rencontres inspirantes entre écrivains et lecteurs passionnés. Une véritable ode au pouvoir des mots portée par une génération de plumes bien vivantes. C'est Solène Fèvre qui nous fait revivre tout cela. Aujourd'hui, c'est la 3e édition du Salon des auteurs. Alors, le Salon des auteurs que nous ne mettons pas au même plan que le Salon du livre, parce que c'est plus humain. Nous travaillons plus sur l'humain que sur le côté commercial. Donc, nous rencontrons les auteurs, rencontrent leurs lecteurs. Il y a des échanges, il y a des ateliers aussi, des tables rondes. Maintenant, nous sommes sur la première table ronde sur le créole dans la littérature. Nous avons d'autres tables rondes tout au long de la journée. Nous avons des rencontres avec une personne qui pratique la lecture en braille. Alors c'est très diversifié chez nous et chacun peut y trouver son compte. Notre littérature, elle est aimée. Elle est aimée parce que elle porte nos valeurs. Elle porte ces valeurs de dignité, d'humanité. Et de savoir être et savoir-faire par rapport à qui nous sommes. J'ai eu l'opportunité d'écrire cet ouvrage qui s'appelle Cœur Begin, Monde Rivel et Winnie Kaona. Et à ma grande stupéfaction, ma grande joie, c'est que ce livre a été primé et avec la mention spéciale du jury. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui pour soutenir l'œuvre du Cifordome. Mais surtout présentée aussi par les très peu de mon dernier ouvrage qui s'intitule Tranche de vie sur pas de begin. Et ça, c'est justement la récompense du travail je dirais, c'est vraiment une récompense. J'ai reçu cet héritage de Monde Rivel qui m'a transmis son flambeau de chansons. Et qu'est-ce que j'en ai fait pendant 30 ans? Eh bien voilà, j'ai travaillé et le livre, c'est le bilan. C'est, comme je dis, c'est le testament que je laisse à mon pays. Aujourd'hui, j'anime simplement l'animation Luxité Débris. C'est un jeu interactif donc sous forme d'exposition. Donc vous voyez derrière moi les panneaux. Il y en a 7 et en fait c'est à partir de la tablette. Donc vous avez sur la tablette l'application dont le jeu s'appelle Lux in Tenebris. Donc en fait vous êtes un voyageur, vous êtes dans la peau d'un voyageur. Vous tombez sur un village
Et manque de peau pour vous, il y a en fait 2 meurtres, il y a eu 2 meurtres et on vous demande d'élucider ces meurtres. Ce qu'on attend des jeunes, c'est qu'ils se rapprochent donc, de la lecture, de la littérature, de manière ludique, donc, à travers leur monde, donc le monde du numérique. Lorsque les enfants ont des tickets lecture jeunesse, ils achètent beaucoup de mangas. Donc il faut les encourager à lire ce qu'ils aiment. S'ils aiment les mangas, eh bien qu'ils y aillent. Ils aiment les albums, eh bien qu'ils y aillent. Voilà, et les encourager à lire ce qu'ils aiment. Ne pas leur imposer des lectures, mais les encourager. Et j'ai envie de dire longue vie au livre, parce que le livre, on a besoin qu'il existe. Si le livre meurt, eh bien ce sont les libraires qui meurent. Ce sont, eh bien, nous aurons de graves problèmes. Il faut la présence de ce livre en main, que l'on puisse toucher, que l'on puisse respirer, dont il faut voir, regarder les images quelquefois. Le livre est vivant et il faut continuer à le faire vivre. Continuons à le faire vivre. Et pour que l'esprit reste clair, il faut aussi entretenir le corps, il faut le faire bouger. Alors marcher pour sa santé, mais aussi pour le lien social. La CNBT continue de faire bouger des habitants de son territoire. Avec la marche J'entretiens ma santé. Tous les 2 mois, une commune accueille ce rendez-vous sportif et convivial. Chaussons tout de suite les baskets avec Michel Depape. Nous sommes à Ravinshot, la ville de Lamatin. C'est pour la marche habituelle, je dirais traditionnelle, de la CNBT en partenariat avec le département. Donc, comme vous le savez, tous les 2 mois, dans une ville différente, nous organisons cette marche qui a plusieurs objectifs. Créer le lien entre les 6 communes. Comme ça, nous avons des participants de Petit-Beau qui découvrent ceux de Pointe-Noire, du Lamatin, Sainte-Rose. Mais aussi pour l'environnement. C'est la possibilité de découvrir l'envers du Nord-Bastère, puisque nous sommes un territoire de haute qualité environnementale. Donc, chaque fois, les participants sont émerveillés de par cette nature que nous avons. La dernière fois, c'était le littoral de Sainte-Rose, merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes dans les sections, nous sommes au Lamatin, dans la forêt du Lamatin. Je fais de la marche en général plusieurs fois par semaine et donc comme la marche c'est le samedi, donc ça m'arrange bien de venir le samedi, donc voilà. L'art-thérapie, c'est le fait d'utiliser l'art comme moyen d'expression pour pouvoir gérer l'émotionnel, principalement quand on a de l'angoisse, on a du stress, on a d'un burn-out, en tout cas tout ce qui est lié à une émotion négative qui reste emmagasinée au niveau du corps et de l'esprit. Ils accueillent volontiers cette thérapie parce qu'elle est nouvelle et elle est aussi dans le dynamisme en fait. Et c'est pouvoir utiliser juste un outil qui est aujourd'hui la peinture, pour pouvoir lâcher d'émotionnel qui était négatif pour cette manifestation avant la marche. On vient de toucher les genoux avec les mains à chaque fois. Là, c'est ça, vous croisez. Et tout à l'heure, on va repartir. Je veux vous entendre un petit peu plus fort pour se réveiller. C'est la marche d'une solidarité, c'est la marche du bien-être. Et à chaque marche, nous avons des partenaires qui viennent, des thérapeutes, des médecins ou encore pour le diabète. Et aujourd'hui, c'est l'art-thérapeute. Donc elle viendra pour montrer comment avec l'art on peut combattre ses émotions et faire en sorte que les soient meilleures. Et maintenant, Et dans le cadre du mois des mémoires, tournons maintenant le regard vers Haïti. Haïti, le berceau de la liberté noire, était honoré au MACT. Dans le cadre, je le disais, de ce mois des mémoires, la fête du drapeau haïtien a donné lieu à une levée solennelle de drapeau, accompagnée de la projection du documentaire Haïti, la rançon de la liberté. Un moment fort de fraternité caribéenne et de mémoire partagée que nous fait revivre Vianney Valverde. Nous sommes au Mémorial Act et j'ai répondu, la ville a répondu à une invitation de la directrice générale et du président du conseil d'administration pour justement l'événement qui est la fête du drapeau haïtien.
qui est un événement de notre point de vue, et en tant que Guadeloupéen, en tant que Caribéen, en tant qu'être humain, un événement majeur, puisque c'est ainsi faire œuvre de mémoire et rappeler ce que le drapeau signifie dans l'imaginaire et dans le réel aussi de tous les Caribéens, de tous les êtres humains. C'est-à-dire effectivement un symbole de liberté et de dignité après l'indépendance. Eh bien, l'enjeu, c'est de rappeler l'identité profondément caribéenne du Memorial Act, puisque c'est le centre caribéen d'expression et de mémoire. Donc, rechouquer le Memorial Act dans cette identité, rappeler l'amitié et l'histoire commune que nous avons avec Haïti, et rappeler les enjeux communs que nous avons autour notamment de la question de la mémoire, des réparations et de la recherche sur cette histoire commune. Mais j'étais très content finalement que Haïti, la rançon de la liberté, soit projetée au Memorial Act parce que ça fait sens. C'est quand même un lieu qui est censé, et j'espère que la nouvelle gouvernance ira dans ce sens-là, décoder l'histoire de l'espace Caraïbe, pas seulement la Guadeloupe, donc c'est l'espace Caraïbe, donc sa vocation était pleine ce soir, et j'avoue que m'est revenu à ce moment-là le moment où, le 10 mai 2015, quand l'espace a été, quand cet ouvrage a été inauguré par François Hollande, et qu'il annonçait précisément en relation avec Haïti que la France reconnaissait qu'elle avait elle, une dette par rapport à Haïti, et qu'il se rendait 48 heures plus tard en Haïti et qu'il allait payer cette dette. Sauf que quand il est arrivé là-bas, 48 heures après, il a parlé de dette morale. Et les Haïtiens, certes, pourquoi pas une dette morale, mais ont besoin d'autre chose aussi, et notamment que la dette soit payée d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de la coopération, mais qu'il y ait un geste de cette puissance qui est la France vers cette impuissance qui habite aujourd'hui Haïti et pour laquelle la France a une certaine responsabilité. Et sans transition, elle a traversé un siècle d'histoire, de lutte et d'amour. Denise Jean-Jacques Manioc est la nouvelle centenaire de la ville du Gosier. Elle a été célébrée par sa commune et ses proches. Une figure de sagesse et de mémoire, c'est Patrick Hury qui s'est rendu sur place pour ce moment émouvant pour Canadis. Ville du Gosier depuis 2020, depuis que nous sommes arrivés dans la ville, nous tenons à honorer ces personnes qui sont le patrimoine historique, le patrimoine en tout cas du Gosier. Et c'est important pour nous d'être à leur côté, d'être aux côtés de leur famille et de leur dire merci, de leur remercier de tout ce savoir, de toute cette connaissance. Ce sont des livres ouverts, ce sont mieux que des livres, ce sont des personnes vivantes qui arrivent à nous relater parfois l'histoire de la ville. Et ça c'est important, il faut vraiment il aller mettre en place cette action et la faire perdurer à travers le temps. Ça me fait très plaisir que ma mère soit arrivée à cet âge-là, 100 ans. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est une première de notre famille qui arrive à l'âge de 100 ans. Et ma mère, elle aime beaucoup rassembler sa famille. Elle a décidé à partir de 70 ans de faire une grande fête, de réunir sa famille tous les 5 ans. Donc aujourd'hui, nous fêtons avec joie ses 100 ans. Ma mère a travaillé dans le commerce pendant de nombreuses années. Elle a débuté par son propre commerce. Après quelques années, elle est partie en métropole. Elle a travaillé en métropole dans le commerce également et chez les particuliers. Après, en revenant en Guadeloupe, elle a encore embrassé le commerce. Elle a travaillé aux établissements Clorex, où elle faisait la mise en bouteille. Après, elle a été à la Caravelle, elle a travaillé à la blanchisserie. Et puis après, elle est retournée à la Wawak dans la blanchisserie. Et en même temps, elle menait de front 2 professions. Travailler pour les particuliers et elle tenait une boucherie également. Le samedi, elle allait à la campagne vendre ses produits à un peu tout le monde.
Voilà pour ce bel hommage et terminons notre édition avec un clin d'œil élégant et festif. En effet, ils sont jeunes, ils sont beaux et pleins de projets. Jenny Philogène et Rai Théophile ont été élus Miss et Mister Interlice et 2025 ce week-end. Une élection placée sous le signe de la diversité, de la fierté et de l'élégance portée par une jeunesse guadeloupéenne. C'est Vianney Valverde qui nous fait revivre les moments forts de cette élection. Mister Interlycée, qui représentera toute une année et qui prendra la place de Kérine Barul, est Rai Théophile. Et son premier dauphin, Noah La Rochelle. Je tenais à vous remercier, vous tous qui êtes présents ce soir, mais par-dessus tout remercier le Seigneur qui m'a permis d'avancer jusqu'ici et d'être devant vous aujourd'hui. La Miss Interlycée, qui nous représentera toute une année, que Vélitza Valier-Bouboune remettra la couronne, est et restera la Miss Pointe-Noire Jenny Philogène. Et sa première dauphine, Karine Joab. Je tiens à remercier ma famille et mes amis, ainsi que l'organisation MMIL, pour cette très belle aventure. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,